Bonjour, on va poursuivre aujourd'hui l'étude du développement embryonnaire. Curieusement, l'étude de la première semaine que vous avez envisagée avec Sophie Rousseau était très bien connue, puisqu'il s'agit du développement préimplantatoire. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 1 à 2% des enfants qui naissent au terme de procédures de fécondation in vitro. Et pendant ces procédures, on a tout loisir d'observer le développement de l'embryon au cours de la première semaine. En ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, l'étude du développement embryonnaire de la deuxième et de la troisième semaine de développement embryonnaire, eh bien, il faut bien avouer que, particulièrement dans l'espèce humaine, elle est très mal connue. Et la plupart des données dont je vais vous parler ont été établies sur quelques centaines d'embryons humains qui, le plus souvent, ont été recueillis dans des circonstances dramatiques, puisque, à l'occasion d'hystérectomies réalisées en urgence, dans des circonstances souvent dramatiques, eh bien, on a pu étudier les pièces anatomiques chez des femmes qui, le plus souvent, ne savaient pas qu'elles étaient enceintes, découvrir des embryons et les étudier. Parfois, ça a même été lors de découvertes autopsiques. D'autres données sont en fait largement des inférences à partir des espèces animales dont le développement embryonnaire a pu être étudié de façon, bien entendu, plus simple. Voilà, c'est un cours compliqué parce que rapidement, il y a une très grande diversification des lignées cellulaires. Du point de vue spatial, il y a un développement tridimensionnel. Donc, faites bien attention, mais je pense que c'est un domaine intéressant et un peu fascinant. À 6 jours du développement embryonnaire, il y a accolement, puis adhésion du blastocyste au niveau de l'épithélium endométrial. Habituellement, au niveau du trophoblaste attenant au bouton embryonnaire. Dès ce stade, on distingue deux feuillets distincts, l'épiblaste ou ectoblaste du côté du trophoblaste et l'hypoblaste ou ontoblaste primaire du côté du blastocèle. On est au stade de l'embryon diblastique ou didermique. À 7 jours de développement embryonnaire, le blastocyste est partiellement enchâssé dans le stroma de la muqueuse utérine. Le trophoblaste se différencie en deux couches, une couche interne, le cytotrophoblaste, avec activité mitotique intense qui alimente la couche externe, le syncytio-trophoblaste, sans limite cellulaire distincte, est doté d'une activité invasive. Le stroma utérin est œdémateux. À 9 jours de développement embryonnaire, le blastocyste est plus profondément enchâssé. Il persiste un caillot fibrineux au niveau du point de contact entre le trophoblaste et l'endomètre. Le trophoblaste se développe considérablement avec apparition d'espaces lacunaires au sein du syncytiotrophoblaste. Les cellules épiblastiques prolifèrent et les espaces intercellulaires confluent pour donner la cavité amniotique qui est bordée par l'épiblaste et les amnioblastes qui sont d'origine épiblastique. Une première vague de prolifération des cellules hypoblastiques forme la membrane de Heuser qui recouvre le blastocèle intérieurement, blastocèle qui devient la vésicule vitelline primitive, appelée aussi lécytocèle. Le stroma utérin est hypervascularisé
Jusqu'à ce stade, ce sont les sécrétions des glandes utérines qui nourrissent le blastocyste, et on parle de période histiotrophe. À 12 jours de développement embryonnaire, les espaces lacunaires syncytiotrophoblastiques confluent. Le syncytiotrophoblaste envahit les parois endothéliales des capillaires maternels sinusoïdes, qui sont congestifs et dilatés. Le plasma maternel peut alors se déverser dans les lacunes syncytiotrophoblastiques. L'ébauche de la circulation utéroplacentaire est établie. On parle de période plasmatrophe. Le mésoblaste extra-embryonnaire apparaît entre la face interne du cytotrophoblaste et la membrane de Heuser. Son origine n'est pas parfaitement connue dans l'espèce humaine. Au sein de ce mésenchyme très lâche apparaissent très rapidement de nombreuses lacunes qui confluent pour former une nouvelle cavité, le cellome externe, appelé aussi cellome extra-embryonnaire. Les cellules restantes du mésenchyme extra-embryonnaire, tapissant la vésicule vitéline, forment la splanchnopleure, et celles qui tapissent le cytotrophoblaste et l'amnios forment la somatopleure. L'association de la somatopleure extra-embryonnaire et du trophoblaste, cyto et syncytiotrophoblaste, forme le chorion. À ce stade, la taille de l'embryon didermique est d'environ 0,2 mm. Entre 12 et 13 jours de développement embryonnaire, il y a formation de la vésicule vitéline secondaire. Une deuxième vague de prolifération de l'hypoblaste conduit à une partition de la vésicule vitéline primitive en une vésicule vitéline secondaire et un kyste exocélomique. À 13 jours de développement embryonnaire, à la fin de la deuxième semaine de développement, l'embryon est didermique, sa longueur totale est d'environ 0,2 mm. Il est plan, situé entre vésicule amniotique et vésicule vitéline secondaire, relié au chorion par le pédicule embryonnaire, qui est un reliquat du mésoblaste extra-embryonnaire. La circulation utéroplacentaire est en place. À noter qu'à ce stade, l'embryon et le trophoblaste sont complètement insérés dans la muqueuse utérine. Le caillot fibrineux a été éliminé. Cette élimination est parfois hémorragique, et cette hémorragie, quoique moins abondante que des règles habituelles, peut donner le change. Il s'agit d'une cause classique de retard de découverte d'une grossesse évolutive. C'est à ce stade, à 13 jours, que va débuter la gastrulation qui va se poursuivre pendant la 3e semaine du développement embryonnaire. Cette gastrulation correspond à un mouvement organisé de feuillets cellulaires conduisant à la mise en place des 3 principaux feuillets embryonnaires. Il s'agit d'une définition valable pour l'ensemble des triblastiques. Elle n'est peut-être en fait pas très adaptée chez l'homme parce qu'on n'aboutit pas à une vraie gastrula. Pour étudier cette gastrulation, on va étudier plus particulièrement l'embryon. Pour pouvoir l'observer, par sa face supérieure, il va falloir retirer l'amnios, comme ceci a été figuré sur le schéma en haut à droite. À J13, il y a apparition de la ligne primitive au niveau de l'épiblaste de l'embryon diblastique à une extrémité de son grand axe médian, la future extrémité caudale.
Cette ligne primitive est initialement sous la forme d'un sillon peu marqué. Dès ce stade, les trois axes de polarité de l'embryon sont définis. Il s'agit de l'axe rostro-caudal, aussi appelé céphalo-caudal, ou bien encore antéro-postérieur. Il faut toutefois bien se rappeler que cette définition antéro-postérieure équivalente à céphalo-caudal ou à rostro-caudal est propre aux embryologistes et qu'elle est différente de la convention adoptée par les anatomistes. En effet, les embryologistes ont l'habitude de représenter l'embryon allongé, alors que les anatomistes ont l'habitude de représenter l'objet de leur étude, qui est en général adulte, en position debout, et antéro-postérieur, pour les anatomistes, est équivalent à ventro-dorsal. Rappelons-nous donc, dans le domaine de l'embryologie, antéro-postérieur est équivalent à céphalo-caudal ou bien encore à rostro-caudal. Le deuxième axe est dorso-ventral. Il correspond à la polarité hypoblaste-épiblaste. Enfin, le troisième axe de polarité est médio-latéral. Lorsque les deux axes précédents de polarité ont été établis, eh bien, clairement, il y a un axe médian et des parties latérales. À noter qu'il ne faut pas confondre cette polarité médio-latérale avec la polarité gauche-droite qui n'est pas encore établie. À 16 jours de développement embryonnaire, l'embryon mesure environ 0,4 mm. La ligne primitive est plus marquée et apparaît sous la forme d'un sillon plus profond avec des renflements latéraux et à son extrémité rostrale, le nœud de Hensen. À ce stade, il y a début de la gastrulation. Les mécanismes cellulaires à l'œuvre sont la prolifération des cellules épiblastiques proches de la ligne primitive. Au niveau de la ligne primitive, ces cellules épiblastiques qui ont proliféré subissent une transformation épithélio-mésenchymateuse. Ces cellules d'origine épiblastique sous forme de cellules mésenchymateuses émettent des pseudopodes qui sont dotés de points d'attache à leur extrémité. Ces points d'attache, ce sont les molécules d'adhérence cellulaire. Et ces pseudopodes vont se contracter lorsqu'ils sont amarrés à des cellules du voisinage. Ceci va entraîner une migration des cellules vers les zones d'adhérence les plus importantes. Il s'agit tout d'abord de l'hypoblaste et de l'espace ensuite entre épiblaste et hypoblaste. Le mouvement résultant est un mouvement d'invagination au niveau de la ligne primitive, la gastrulation. À ce stade, il faut réfléchir sur ce que c'est que l'information de position afin d'échapper à tout anthropomorphisme. En effet, les cellules en train de s'invaginer ne savent pas, bien entendu, où elles vont. Elles n'ont pas une petite tête qui leur dit « Tiens, il faut que j'aille du côté de l'hypoblaste ». En fait, elles ont simplement exprimé au niveau de leur génome l'ensemble des gènes nécessaires à leur transformation mésenchymateuse et à l'émission de pseudopodes, ce qui leur permet simplement de se mouvoir. La direction est imposée par le gradient d'adhérence cellulaire préexistant
et qui fait que les cellules se dirigent vers les zones les plus adhérentes. À 17 jours de développement embryonnaire, l'embryon mesure environ 0,8 mm. Les cellules qui s'invaginent au niveau du 2 de Hensen migrent sur la ligne médiane en direction rostrale en 2 vagues successives. Les cellules de la première vague subissent elles aussi une transformation épithélio-mésenchymateuse, migrent en direction rostrale entre épiblastes et hypoblastes, jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées par un accolement étroit de l'ectoblaste et de l'entoblaste qui correspond au niveau de la future membrane bucco-pharyngée. À ce niveau, juste en arrière de la future membrane bucco-pharyngée, elle forme ce qu'on appelle la plaque procordale ou bien encore précordale. Les cellules de la deuxième vague, elles conservent leur organisation épithéliale et s'invaginent en doigt de gant pour former le canal cordal. Nous allons maintenant nous focaliser sur l'évolution du processus cordal. Le processus cordal est un terme générique qui regroupe l'ensemble des différents stades de la formation de la corde, le canal cordal dont nous avons déjà parlé, mais aussi la plaque cordale et la corde définitive que nous allons étudier. Pour étudier ce mécanisme, on va s'aider de 2 schémas du processus cordal, un en coupe transversale avec le canal cordal qui est ici représenté entre ectoblaste et entoblaste, l'ectoblaste étant bien entendu surmonté par la vésicule amniotique et l'entoblaste surmontant la cavité de la vésicule vitelline. La flèche sur la coupe longitudinale de droite représente le niveau de la coupe transversale représentée à gauche. Dès que le canal cordal arrive à son extension la plus rostrale, à proximité de la plaque procordale, dans sa partie caudale, qui est en position rostrale par rapport au nœud de Hensen, son plancher ventral s'accole à l'entoblaste, s'ouvre, ces berges se fusionnent aux berges de l'entoblaste, on passe alors au stade de la plaque cordale qui se généralise ensuite à l'ensemble du canal cordal. À ce stade, la cavité amniotique communique avec la cavité de la vésicule vitelline secondaire. Une molécule qui voudrait passer de l'une à l'autre pourrait rentrer par le nœud de Hensen et sortir par le plancher effondré du processus cordal au stade de la plaque cordale. Cette communication transitoire est aussi appelée canal neurentérique. Sa fonction précise n'est pas bien connue. Parmi les hypothèses figure la nécessité qu'à ce stade du développement, il y ait un mécanisme qui permette une égalité de pression entre la cavité amniotique et la cavité de la vésicule vitelline secondaire. Il est clair que ce canal neurentérique permet que les pressions s'égalisent. Ultérieurement, vers 20-22 jours, la plaque cordale se détachera de l'entoblaste pour former un cordon solide, la notocorde, ou simplement corde définitive. À 18 jours de développement embryonnaire, il y a une nette augmentation de la taille du disque embryonnaire
qui mesure maintenant entre 1 et 1,5 mm. La longueur de la ligne primitive est alors maximale, elle mesure environ 0,5 mm. Ont été aussi représentés sur ce schéma de l'embryon vu de dessus, au pôle rostral, la membrane bucco-pharyngée, qui correspond à cet accolement étroit de l'épiblaste et de l'hypoblaste, et au pôle caudal, la membrane cloacale, qui correspond à un autre accolement étroit de l'épiblaste et de l'hypoblaste. Les deux flèches représentent le mouvement d'invagination des cellules épiblastiques au niveau de la ligne primitive, qui vont aboutir à la formation du mésoblaste intra-embryonnaire. À J18, ce mésoblaste intra-embryonnaire qui s'est invaginé au niveau de la ligne primitive atteint les berges latérales de l'embryon et fait sa jonction avec le mésoblaste extra-embryonnaire. Du fait de l'existence du processus cordal, l'organisation du mésoblaste intra-embryonnaire n'est pas la même en arrière et en avant du nœud de Hensen. En avant du nœud de Hensen et en arrière de la plaque procordale, le mésoblaste est constitué du processus cordal axial et de deux nappes de mésoblaste latérales. Ces deux nappes latérales ont migré vers l'avant depuis les berges de la ligne primitive, de part et d'autre du processus cordal. Elles ne fusionneront sur la ligne médiane qu'en avant de la membrane bucco-pharyngée. En arrière du nœud de Hensen, le mésoblaste invaginé au niveau des berges de la ligne primitive occupe l'espace situé entre ecto et entoblaste, où il forme le mésoblaste du bourgeon caudal, à l'exception bien entendu de la zone de la membrane cloacale, zone d'accolement étroit, de l'ecto et de l'entoblaste au pôle caudal de l'embryon. Enfin, il y a apparition d'un diverticule de l'entoblaste au pôle caudal de l'embryon, à l'intérieur du pédicule embryonnaire, l'allantoïde. À 19 jours de développement embryonnaire, au niveau du mésoblaste latéral, trois zones commencent à acquérir une différenciation spécifique. Le mésoblaste paraaxial, qui s'épaissit, il s'agit du mésoblaste plus proche de la plaque cordale, le mésoblaste latéral, qui se vacuolise, et entre les deux, le mésoblaste intermédiaire. La confluence des vacuoles au sein du mésoblaste latéral aboutit à la formation des lames latérales. La splanchnopleure, qui étymologiquement signifie couvrant les viscères, qui borde l'entoblaste intra-embryonnaire et qui est en continuité avec la splanchnopleure extra-embryonnaire. Et la somatopleure intra-embryonnaire, étymologiquement cela signifie couvrant le corps, qui borde l'ectoblaste intra-embryonnaire et qui est en continuité avec la somatopleure extra-embryonnaire. Ces deux lames latérales sont rapidement formées d'un mésenchyme lâche et d'un épithélium, appelé parfois aussi mésothélium, qui délimite le cellome intra-embryonnaire qui communique avec le cellome extra-embryonnaire.
le mésoblaste paraaxial se condense en structure arrondie encore indivise, les somitomères. Cette différenciation s'effectue dans le sens rostro-caudal. Des interactions s'établissent à distance entre les cellules de la plaque caudale, qui émettent une substance diffusible, et les cellules de l'ectoblaste sous-jacent, qui possèdent les récepteurs nécessaires et est donc compétent pour répondre au signal diffusible. Ces cellules ectoblastiques axiales se différencient alors en cellules neuroépithéliales de la plaque neurale. Ce processus de stimulation par un tissu d'un autre tissu compétent qui se différencie est appelé induction. Et dans ce cas particulier d'interaction entre la plaque caudale et l'ectoblaste sous-jacent, d'induction neurale primaire aboutissant à la formation de la plaque neurale. Les cellules à la jonction entre plaque neurale et ectoblaste constituent les cellules de la crête neurale. Nous allons étudier maintenant un autre exemple d'induction particulièrement important à ce stade du développement. Il s'agit de la vasculogénèse et de l'hématopoïèse primaire. Cette vasculogénèse et hématopoïèse primaire sont extra-embryonnaires. En effet, elles se déroulent au niveau de la splanchnopleure extra-embryonnaire, plus précisément au niveau du mésenchyme splanchnopleural extra-embryonnaire. En effet, la splanchnopleur extra-embryonnaire est constituée d'un épithélium et d'un mésenchyme situé entre l'épithélium splanchnopleural et l'épithélium entoblastique qui délimite la vésicule vitéline. Pour étudier cette induction, nous allons observer plus précisément ce qui a été représenté dans l'encadré. La première étape est la condensation de ce mésenchyme splanchnopleural qui forme des îlots mésenchymateux sous l'influence inductrice probable de l'hypoblaste vitellin. La deuxième étape de la différenciation est la formation de vésicules endothéliales à partir des cellules périphériques de ces îlots. Les cellules centrales se différenciant en cellules souches hématopoïétiques, les hémoblastes. L'accroissement progressif du nombre et de la taille des vésicules endothéliales conduit à la formation d'un plexus vasculaire vitellin primaire. La vasculogénèse embryonnaire va débuter peu après au niveau de l'ensemble du mésoblaste splancnopleural embryonnaire, mais cette fois-ci non associée à l'hématopoïèse. Elle aboutit à la formation de cordons angioblastiques qui fusionnent pour former un plexus angioblastique à l'origine de la configuration initiale du système circulatoire embryonnaire. Ce réseau s'agrandit par trois mécanismes. Premièrement, la formation de nouvelles vésicules endothéliales. Deuxièmement, par angiogénèse, qui correspond au bourgeonnement de nouveaux vaisseaux à partir de cordons angioblastiques et de vaisseaux capillaires préexistants. Et attention, la vasculogénèse doit donc bien être distinguée de l'angiogénèse. Enfin, troisième mécanisme, l'interposition de cellules mésoblastiques additionnelles
dans les parois vasculaires déjà formées. Entre 19 et 20 jours, il y a creusement de la plaque neurale en gouttière neurale. Entre 19 et 20 jours, il y a aussi début de l'applicature embryonnaire, aussi bien longitudinalement que transversalement. La force principale résulte de la croissance différentielle du disque embryonnaire qui croît rapidement, ainsi que la vésicule amniotique, alors que la vésicule vitelline garde un volume fixe et reste de petite taille. Ceci entraîne un début de délimitation de l'embryon par rapport à la vésicule vitelline. Il y a bascule des membranes bucopharyngiennes et cloacales et début d'individualisation de l'intestin antérieur, de l'intestin postérieur et de l'intestin moyen. Ce dernier communique avec la vésicule vitelline au niveau de son collet. Ce collet reste inextensible, comme le cordon d'une bourse, et l'embryon va se développer au-dessus en privilégiant l'axe longitudinal. Sur ce dessin a été représentée, très schématiquement, une vue supérieure de l'embryon à 20 jours de développement. On peut voir en particulier, de part et d'autre de la gouttière neurale, les premiers somites qui se sont individualisés dans la région de la future base du crâne. La progression de la somitogénèse va se faire dans le sens crânio-caudal. Pour étudier plus précisément cette somitogénèse, nous allons nous focaliser sur la région figurée dans l'encadré. Ce schéma sur la somitogénèse est en fait un peu difficile à bien comprendre. Il s'agit en effet d'une coupe longitudinale de l'embryon, schématique représentant essentiellement le mésoblaste paraaxial de part et d'autre de la gouttière neurale. La progression de cette somitogénèse se fait dans le sens crânio-caudal. Aussi, quand on observe un embryon de 20 jours, il est possible de se figurer les différents stades chronologiques en allant de la région caudale vers la région crâniale, du stade de la différenciation du mésoblaste paraaxial le moins avancé vers le stade de somite bien différencié. Au premier stade, le mésoblaste paraaxial est encore sous forme de tissu conjonctif lâche. Au deuxième stade, il y a formation des somitomères avec les cellules périphériques du mésoblaste paraaxial qui commencent à exprimer des cadérines en grisé sur le schéma. Et les 7 premiers somitomères resteront accolés les uns aux autres. Mais les suivants poursuivront leur différenciation en somites. Au troisième stade, il y a début de transformation mésenchymo-épithéliale des cellules qui expriment les cadérines, avec élaboration d'une membrane basale encore incomplète. L'ensemble du mésoblaste paraaxial, aux 3 premiers stades de la somitogénèse, est regroupé au niveau de la plaque segmentaire. Enfin, 4e stade, l'épithélialisation est achevée. Le somite est constitué, individualisé des précédents. Son existence est éphémère, il devient rapidement hétérogène. Les somites établissent l'organisation segmentaire du corps. Les 4 premières paires contribueront à la formation de la région occipitale. Les 8 paires suivantes de la région cervicale
présomptives. Les 12 paires suivantes sont dites thoraciques, les 5 paires suivantes lombaires, les 5 suivantes sacrales, et les 3 ou 4 dernières coccygiennes, soit un total de environ 37 à 38 paires de somites. On arrive ainsi à la fin de la 3e semaine du développement embryonnaire. L'embryon est triblastique entre vésicule amniotique et vitelline. L'ébauche du système vasculaire est en place au niveau embryonnaire, mais aussi au niveau du chorion. Les villosités choriales se sont développées au sein du trophoblaste. Elles sont maintenant centrées par des capillaires. La circulation embryo-placentaire est établie. Entre le blastocyste qui s'implante à 6 jours de développement embryonnaire et l'embryon triblastique de la fin de la 3e semaine du développement embryonnaire, nous avons fait un long chemin. Et il est important de récapituler l'ensemble des lignages cellulaires. Pas de problème entre le zygote unicellulaire et la morula, mais dès le stade de la morula, et à partir du stade du blastocyste, il y a différenciation des cellules entre cellules du trophoblaste d'une part et cellules du bouton embryonnaire d'autre part. Ces cellules du bouton embryonnaire se différencient en cellules de l'épiblaste qui vont être à l'origine probablement, on n'a pas de certitude dans l'espèce humaine, mais c'est en tout cas cette hypothèse que je privilégie, en mésoblaste extra-embryonnaire. Ce mésoblaste extra-embryonnaire sera à l'origine de la formation de la somatopleure extra-embryonnaire. Et l'association des dérivés du trophoblaste, le cytotrophoblaste, le syncytiotrophoblaste et de la somatopleure extra-embryonnaire est à l'origine de la formation du chorion, qui sera à l'origine de la formation du placenta. Les autres dérivés du mésoblaste extra-embryonnaire sont la splantopleure extra-embryonnaire, au niveau de laquelle va se dérouler l'hématopoïèse et la vasculogénèse primaire, aboutissant donc à la formation des cellules sanguines. L'épiblaste est aussi à l'origine de la formation des amnioblastes qui bordent la cavité amniotique et donc à l'origine de la formation de l'amnios. L'épiblaste est finalement à l'origine de la formation des 3 feuillets embryonnaires, l'ectoblaste, l'antoblaste et le mésoblaste embryonnaire, qui constituent les 3 feuillets de l'embryon triblastique, qui se développera ultérieurement en fœtus, en enfant, puis en adulte. Enfin, l'hypoblaste embryonnaire va être totalement remplacé par l'antoblaste embryonnaire définitif, par l'épiblaste, à l'exception de l'antoblaste extra-embryonnaire de la vésicule vitelline, qui sera à l'origine des cellules germinales. C'est un point que nous n'avons pas abordé lors de ce cours.